l'idée, c'est de s'interroger sur les rapports entre histoire et mémoire. Et c'est vrai que quand on a reçu l'appel à souscription, on a diffusé cet appel. Déjà, l'association en tant que telle a souscrit, alors très, très modestement, parce que les finances sont très, très modestes, mais symboliquement, ça nous semblait important d'y souscrire. Et on a fait aussi suivre l'appel à souscription à nos adhérents. Et je sais qu'à titre personnel, plusieurs adhérents l'ont souscrit également. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons aussi appris qu'il y avait l'avant-première ici à Montreuil. Et nous avons hâte de voir le film. Voilà. Fabrice, deux mots de présentation aussi de pourquoi tu es là ce soir. Je profite de l'intervention de ma voisine pour, puisqu'il a été question d'histoire et de Montreuil, pour dire qu'il y a un cycle sur l'histoire de Montreuil, la bibliothèque de Montreuil en plusieurs sens. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour évoquer un cycle d'initiatives à la bibliothèque sur les problématiques économiques, sur la répartition des richesses aujourd'hui en France. Et donc il sera question, il y a plusieurs intervenants de qualité. Tout au long du mois de novembre et du mois de décembre, on va évoquer la finance avec par exemple Antoine Deltour, on va évoquer Hubert Blablacar et toute la nouvelle économie avec Benjamin Coria, des économistes atterrés. On va évoquer la sociologie des inégalités avec les Pinson Charlot, etc., etc. Et donc il y a tout le programme qui est ici, je vais en laisser à l'entrée. N'hésitez pas, c'est tout au long du mois de novembre et du mois de décembre. Donc j'ai oublié l'économie sociale avec Philippe Frémaux. Et puis il y a Chavagneux qui va aussi revenir sur un certain nombre d'idées reçues en matière d'économie, qui évoquera notamment le trouble SQ, j'imagine qu'il en sera question, le mythe du trouble SQ, il en sera question peut-être dans la discussion à l'issue de la projection, la dette, etc. Donc ça s'adresse vraiment à tous, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'enseignement supérieur en économie pour assister à cette initiative, donc n'hésitez pas d'une part à venir et puis d'autre part à en parler à tout autour de vous, à ceux qui voudraient s'emparer de ces problématiques qui, on va douter, dans les mois qui viennent, seront débattus dans l'ensemble du pays. Et donc il y a un petit avant-goût à la bibliothèque, n'hésitez pas à vous en saisir. On vous attend avec enthousiasme. Merci Fabrice. Ouais, vous pouvez applaudir. Et vous pouvez continuer à venir parce que je vous présente Bernard Tepper du réseau Éducation Populaire qui est là, il sera un des trois intervenants tout à l'heure. Et Denis Gravouille de la CGT qui participera aussi au débat et qui est présent dans la salle. Un mot, Gilles Perret, de présentation du film. Déjà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus nombreux ce soir. Effectivement, c'est une avant-première, mais c'est vraiment short. Là, ça sort demain officiellement. Un petit mot. En fait, ce film, c'est un peu la suite du film, de mon film précédent qui s'intitulait Les Jours Heureux. Alors, je ne sais pas si on a parmi vous qui l'ont vu. Je crois que je parle trop dans le guide. Ouais. Et en fait, dans ce film, je racontais l'histoire du Conseil national de la résistance et du programme politique qui en était issu. Et on a beaucoup circulé en France, on a fait un spectacle, pas moi tout seul, mais avec les collègues, à peu près 500 soirées débat, et avec 80 000 spectateurs, donc ça a beaucoup fait discuter sur la durée, et on s'est rendu compte que la mesure phare du programme du Conseil national de la résistance, qui est la sécurité sociale, en fait, il n'y a pas grand monde qui connaissait, ni son origine, ni ce qu'elle est devenue, comment elle a été gérée, est-ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'elle pourrait être demain. Donc voilà, c'est le projet qu'on a décidé de faire, et c'est ce qu'on vous propose ce soir. Ça m'a mis un peu la pression parce que s'il y a des souscripteurs dans la salle, j'espère qu'ils ne seront pas déçus de leur souscription. Parce que tout simplement, on avait lancé une souscription parce que c'est un film qui a été difficile à monter. Il y a Jean Bigot, le producteur, qui est là. Donc voilà, tous ceux qui ont souscrit, qui nous ont aidés à relayer la CGT, et tous les réseaux qui se sont mis sur ce film. Eh ben, on vous remercie, on va essayer d'être à la hauteur et de porter cette belle histoire du mieux qu'on puisse. En tout cas, bonne projection et à tout à l'heure, si on est là, évidemment, c'est pour répondre à vos questions, vos critiques, tout ce qui vous passe par la tête. Je ne vais pas vous dire qu'on fera des modifs sur le film jusqu'à demain, ça va être un peu chaud. N'hésitez pas, on est là pour ça. Merci Gilles. Juste avant qu'on commence, je précise que c'est bon d'avoir Gilles à nos côtés, parce que quand même, Gilles, c'est un des cinéastes qui avait accepté qu'on fasse un médias éphémère dans une salle parisienne alliée pendant qu'on luttait pour pouvoir revenir dans ce lieu et faire en sorte que ce projet aboutisse. Donc une nouvelle fois, Gilles, merci beaucoup et bonne projection. Bernard Tepper, il est là. Ça ne fonctionne pas. Denis Gravouille pour la CGT. Ouais, vous pouvez l'applaudir. Et Gilles Perret.
Je voudrais que tu développes un peu ce que tu as dit tout à l'heure sur le lien avec le film précédent, Les Jours Heureux, parce que c'est quand même assez troublant de voir le fait que ça crée presque un diptyque quand même. Pour ceux qui n'ont pas vu Les Jours Heureux, donc ça parle vraiment de l'héritage du Conseil national de la résistance, et c'est comme si tout à coup tu étais tombé sur un sujet, je sais pas, je fantasme, mais dont tu as réalisé à quel point il était important et méritait un film entier. Est-ce que je me trompe, ou à quel moment tu découvres l'existence de Croizat et tu te dis, tiens, mais là il y a matière à faire vraiment un film autonome? Bon, déjà, merci pour les applaudissements quand même, que je partage avec la petite équipe avec qui je travaille quand même. On n'est pas nombreux à porter ce film, on va être 5-6 et il y a déjà 50% des effectifs dans la salle. Donc voilà, maintenant on compte sur vous pour faire marcher le bouche à oreille, et puis surtout toute l'équipe avec qui je travaille, c'est un peu toujours les mêmes. On a fait le choix de produire et de distribuer le film en direct pour éviter un petit peu les intermédiaires. Donc voilà, donc je ne suis pas tout seul, puis je partage aussi l'applaudissement avec tous les gens qui interviennent dans le film, qui sont... c'est toujours moi j'ai beaucoup de chance, je fais toujours des belles rencontres. Ça me prend pas mal de temps pour trouver les bonnes personnes pour essayer d'incarner un petit peu cette histoire-là qui n'est pas forcément très sexy sur le papier. Et en fait, ils sont tous bons dans leur registre. Et même ceux qu'on aime moyennement, ils sont aussi bons dans leur registre. Et du coup, ça permet de faire ça met un peu de relief dans le film. Par rapport à ce que tu dis, oui, effectivement, moi, en fait, ça remonte à loin. J'avais découvert ce programme du Conseil national de la résistance un petit peu par hasard. Il y a eu un appel en 2004 d'anciens résistants. Et tout d'un coup, c'est à ce moment-là où les anciens résistants appelaient à faire vivre les valeurs du Conseil national de la résistance et à s'appuyer sur le même programme politique, en tout cas les mêmes valeurs. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que les résistants, ils n'avaient pas que pris des armes, mais ils avaient aussi une pensée politique, et ils avaient pris les armes pour faire quelque chose, et qu'il y avait un programme politique qui avait été écrit dans la clandestinité. Du coup, voilà, j'ai fait mon premier film, ça s'appelait Walter Retour en résistance. Ensuite, ça avait donné naissance au bouquin de SN, Indignez-vous. Ensuite, nous, on a organisé chez nous, en Haute-Savoie, un rassemblement qui a lieu chaque année sur ces valeurs du Conseil national de la résistance. J'avais fait ce film Les Jours Heureux, parce que je me suis rendu compte finalement, comme moi, personne ne connaissait ce programme des Jours Heureux. Et puis voilà, c'est une succession, et ça me paraissait tellement important et tellement humaniste comme programme, et en constatant que finalement la Sécu, comme moi, pas grand monde connaissait, j'ai eu envie de faire ce film-là. Donc c'est effectivement une suite logique, et tout ça, c'est assez lié, mais avec toujours l'impression de vouloir porter quand même une idée. Enfin, la Sécu, ça nous concerne quand même tous, quoi, de la naissance à la mort. C'est la vie, hein, comme dit Michel, la sécurité sociale, c'est tout simplement le droit de vivre, Michel Etiémont. Donc c'est quand même grave que la population française ne connaisse pas la Sécu et les bienfaits et tout ce qu'elle a amené dans notre société, et que du coup on laisse le champ libre à des gens comme ceux qu'on entend dans le film qui paraissent comme étant modernes aujourd'hui. Et donc du coup, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Si, tout en évitant un truc qui est quand est-ce que tu découvres Croizat, toi, parce que... En fait, moi, je trouve que j'habite la même région que là où est né Croizat, et j'avais fait un film qui s'appelait De mémoire d'ouvrier, et avec déjà Michel Etiémont intervenait dedans, et du coup j'avais découvert Croizat à travers Michel Etiémont qui m'avait raconté son histoire. L'invention sociale. C'était, oui, l'invention sociale. Il a fait une biographie que vous pouvez commander auprès de lui, c'est michel.etiémont@toiladou.fr. Non, je dis non, parce que je me suis beaucoup appuyé sur son travail à Michel Etiémont pour faire le film aussi. Et du coup, je me suis dit, il y a quand même un problème, quoi, qu'un gars qui a... On ne le dit pas dans le film, mais à son enterrement, il y avait 1 million de personnes. Si, on dit dans le film. Non, on ne dit pas le chiffre, on ne donne pas le chiffre, on voit qu'il y a du monde. Non, il dit qu'il a un enterrement à la Victor Hugo. Et moi, comme j'y étais pas à Victor Hugo, je ne savais pas qu'il y avait... C'est ça. C'est pour ça que c'est ça l'erreur. Et en fait, voilà, et donc du coup, c'est vrai que depuis, il n'y a pas eu grand monde qui a eu un enterrement avec 1 million de personnes, et de se dire que ce gars-là, personne ne le connaît, il y a quand même un léger problème. Non mais pour le coup, ça raconte aussi quelque chose du projet, à la fois d'écriture de l'histoire et de projet cinématographique, qui est de tisser une contre-histoire officielle pour essayer de revenir à la source et voir comment des pans entiers de l'histoire en fait sont oubliés, sont mis de côté. Est-ce que tu peux développer ça en tant qu'ambition de cinéaste, qui est non, mais ça c'est... Alors moi je ne suis pas historien, hein, j'essaie de faire des films comme je peux, mais en tout cas j'aime bien que l'histoire serve le présent, et c'est vrai que c'est aussi un problème d'une manière générale quand on parle d'histoire, c'est qu'on va rarement à la source, et qu'il y a beaucoup d'historiens qui s'appuient déjà sur des ouvrages déjà écrits, et on s'appuie sur ces ouvrages,
Et c'est vrai que là, dans la question de l'histoire populaire, elle a complètement été squattée par les notables et par les gens qui avaient envie de raconter cette histoire et qui avaient un intérêt à la raconter à la manière dont ils l'ont racontée. Et moi, c'est pas comme ça que j'avais envie de raconter cette histoire-là. Et je pense, alors je sais pas si c'est moi qui détiens la vérité, ou en tout cas, il y avait, même s'il y a un parti pris dans ce film-là, tous les aspects historiques qui y sont, c'est vérifié, validé. Et évidemment, je n'ai pas le droit à l'erreur parce qu'on m'attend au tournant sur ces questions-là. Donc, du coup, c'était important de restituer aux Français cette histoire-là, qui est quand même une histoire populaire. Et Bernard Friot en parle bien dans le film. À quel point on a voulu nier ça. Et Croizat, il n'avait juste pas la bonne étiquette politique et pas la bonne étiquette syndicale pour qu'on raconte son histoire, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a beaucoup raconté l'histoire de Pierre Laroque, parce qu'on a toujours dit Pierre Laroque, qui était quelqu'un de bien, ça on n'est pas ses mérites, qui était ce haut fonctionnaire qui a porté quand même la sécurité sociale avec conviction, mais sans... Oui, et on a toujours dit Pierre Laroque, le gaulliste. Mais sans le pouvoir politique, et c'est la hiérarchie politique représentée par Croizat, et la force de Croizat et tout le mouvement qui symbolisait, 5 millions d'adhérents à la CGT, ça fait quand même un peu de boulot. Et ben, il n'aurait rien pu faire, Laroque. Et voilà, et on a toujours dit le gaulliste. Ce qui est marrant, c'est que, en fait, c'était un gaulliste quand même, dans le sens où il s'était opposé à De Gaulle plus souvent qu'il était d'accord avec lui. Et notamment en 58, quand il y avait le projet de constitution, il s'était déjà opposé à lui, et il s'était opposé aussi à lui violemment en 67, quand De Gaulle, à travers Pompidou et Jeanneney, a décidé de morceler la Sécu, faire les caisses, remettre le paritarisme, 50% pour les patrons, 50% pour les salariés. Il s'était vraiment opposé à De Gaulle. Donc, mais en disant Laroque le gaulliste, on sous-entend que c'est De Gaulle qui finalement est à l'origine de la Sécu. Ce qui est, vous avez vu le film, si vous voulez pas vous le refaire, mais c'est un petit peu discutable. On sent que tu pourrais quand même. Ouais. Mais j'ai rien, je veux pas enlever les mérites de Gaulle sur. Non, sur la question de la Sécu, c'est pas son histoire. Bernard, peut-être une question à chacun avant de passer la parole à la salle. Vous êtes à la fois représentant de réseau éducation populaire, mais aussi auteur de plusieurs livres sur la sécurité sociale. Du coup, comment vous regardez ce film? Pourquoi vous l'avez, du coup, d'une certaine façon adopté, puisque vous accompagnez le film beaucoup avec le réseau Pour une raison simple, d'abord, le programme du Conseil national de la résistance, c'est le programme le plus avancé de l'histoire de France. On n'a pas fait mieux depuis. Et deuxièmement, à l'intérieur du programme du Conseil national de la résistance, il y a une opération qui est à mes yeux révolutionnaire, pas le reste, mais ça, c'est la sécurité sociale, avec ces 3 conditions. Premièrement, la sécurité sociale est trop importante pour être gérée par l'État et pour être gérée par le privé, et ce sera géré par les représentants élus des assurés sociaux. Et ça a donc été une structure, et comme c'est dit au début du film, c'est beaucoup plus important que le budget de l'État, et ça a été géré par les représentants élus des assurés sociaux et pas par l'État et pas par le privé. C'est quelque chose, une sorte d'autogestion généralisée d'une certaine façon pendant 22 ans jusqu'au moment où De Gaulle, en 67, détruit ce qu'il a fait en 45. Voilà. Et la deuxième condition, c'est le financement par la cotisation sociale. C'est quelque chose, effectivement, on dit, on prend dès la création de richesse dans l'entreprise, immédiatement une partie de la richesse créée dans l'entreprise part à la Sécu. Voilà. Et troisièmement, c'est le passage de la charité à la solidarité, c'est-à-dire qu'on dit, à partir de maintenant, c'est à chacun selon ses besoins, et chacun y contribue selon ses moyens. Ces 3 conditions sont des conditions révolutionnaires et qui ont été complètement détruites, en grande partie détruites, par le mouvement réformateur néolibéral à partir de 1983. Ça, c'est clair. Voilà. Denis, peut-être un mot de réaction vive, parce que tu le découvres à l'inverse de Bernard qui l'a vu 18 fois. Oui. Alors moi, Gilles m'a invité plusieurs fois à le voir, et là, enfin, j'ai réussi à le voir. Mais c'est pour ça qu'on t'a invité au départ, tu vois enfin le film, c'est ça. Voilà, exactement. Bon, et moi, je vais juste dire 3 petites choses. Parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur lesquelles on s'amuse quand on voit Rebsamen qui ne connaît même pas son prédécesseur. J'y étais au ministère du Travail cet après-midi, il y a toutes les photos, il y a tout le monde, et on passe Croizat, elle est tout en haut, donc il n'a même pas regardé l'antichambre. Mais bon, après Rebsamen, vous savez très bien qu'il y en a eu une autre de ministre du Travail. Elle a un peu mal à se présenter aux législatives. Voilà. Bon, juste 3 choses, juste pour dire que
y a une question qui est posée déjà sur, y compris sur l'existence de films comme celui-là. Il se trouve que nous, la CGT, c'était pas prévu dans le tour de table, mais on a dû se mettre à contribution. Je ne sais pas quelle est la part du budget auquel ça a contribué. Peut-être que c'était... ça a été ce qui a permis de finir, si j'ai bien compris. Oui. Et donc ça, c'est une question. C'était pas forcément le rôle de la CGT, bien que ça s'est produit de nombreuses fois dans l'histoire. Ici, il y a eu une projection des films du Front populaire en 1936, donc ça remonte à loin. L'idée d'essayer d'aider à construire l'histoire en question, y compris à travers des films. Mais déjà, c'est une question. C'est pourquoi est-ce qu'un film comme ça va de pair avec ce qui est montré dans le film, sur le fait que on efface le nom de Croizat dans l'école nationale de la Sécu. Ça va de pair avec le fait qu'il y a besoin d'un pluralisme, une vraie diversité, et qu'il y a une difficulté à faire certains films, à faire certains projets qui gênent visiblement un certain nombre de gens qui sont au pouvoir. Donc ça, c'est une première question. Bon, la deuxième question, c'est que au-delà de ça, il y a un sujet qui n'a pas été abordé dans le film, de fait. Pourquoi ? Parce que dans le programme du Conseil national de la résistance, on ne parlait pas de branches, on ne parlait pas de risques étanchéifiés comme on l'apprend en 1967, mais on parlait de différents risques. Et il y en a un qui n'est pas dans la Sécu, c'est l'assurance chômage. Pourtant, le chômage, s'il y a bien quelque chose qui pèse très très lourd dans les vies avec plusieurs millions de chômeurs actuellement, c'est déjà arrivé dans d'autres périodes, c'était prévu dans le programme dans les jours heureux, dans le CNR. Sauf que ça, c'est la première des choses qui annonce 67, c'est qu'en 58, on crée l'UNEDIC, qui existe toujours, qui nous aime beaucoup, c'est une bataille que j'ai souvent l'occasion de mener, et l'UNEDIC est tout de suite créé comme étant paritaire, donc c'est le modèle de ce qui se prend en 67 pour amoindrir et pour donner le pouvoir au patronat. Et ça n'aura pas cessé, on continue à le voir, comment l'assurance chômage ne couvre pas de très loin les droits. Donc il y a cette bataille, elle a eu lieu tout au long de la création de la Sécu, et elle continue maintenant encore. Il y a eu une journée d'action d'ailleurs à ce sujet-là, notamment des gens de la santé. Voilà, donc juste, c'est essentiel que l'on fasse exister ce genre de film. Et Gilles, évidemment, il était déjà l'occasion de se croiser avec Les Jours Heureux et plein d'autres des films qu'il a fait auparavant. Mais ça va falloir faire tourner un sacré bouche à oreille, parce qu'on ne va pas être aidé par un certain nombre de gens pour diffuser le film. Voilà. Si, il y a la Sécu a beaucoup en parlé, la direction nationale. Oui, certainement, ouais. Et Marisol Touraine en particulier. Et voilà. Et puis, au passage, je vous prie d'excuser ceux qui m'ont vu manipuler mon portable, parce qu'on a 6 militants qui sont au commissariat suite à l'occupation du MEDEF au mois de juin. Ils ont été convoqués ce matin de bonne foi, et ils sont quand même gardés à vue, déférés au parquet pour des dégradations qui consistent à avoir mangé les petits fours du raout du MEDEF qu'on a interdit. Donc voilà, donc j'ai suivi ça en même temps, j'en suis désolé, c'est pas mon habitude d'aller mon portable, et puis je l'éteins pour les films. Tu veux peut-être, avant que je passe la parole à Claude, réagir entre autres au premier point sur la question du financement du film. Je veux juste compléter par rapport à ce que dit Denis. C'est sûr que la sécurité sociale, ça n'a jamais été accepté. Elle a très très vite été contrainte. On a très très vite limité son champ d'application. Toi, tu parles de l'UNEDIC en 58, et même le premier régime de retraite complémentaire, on fait un régime de retraite complémentaire en 48. C'est déjà du paritarisme. On pourrait dire que c'est débile. Pourquoi on fait un régime de retraite complémentaire? Il suffisait d'augmenter la cotisation, c'était pas... Sauf que le jeu a consisté, dès qu'il y a eu cet îlot de socialisme, comme dit Michel, il ne fallait surtout pas que ça prenne plus d'ampleur, et donc du coup on n'a jamais donné plus de prérogatives, et tout ce qui est né comme risques sociaux après ont été mis à l'extérieur de la sécurité sociale, effectivement, par l'effet du paritarisme. Oui, si je peux me permettre, peut-être une petite observation. Vous n'avez pas dit dans votre film qu'à l'époque où on a créé la sécurité sociale, collectivement, la France était en dessous de tout au niveau de ses richesses, suite à la guerre. Et vous auriez pu dire aussi qu'aujourd'hui, la France est au moins 10 fois plus riche. Sauf que les riches, grâce à ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, qui est un joli mot pour dire une parfaite saloperie, permet de détourner l'argent qui devrait rentrer dans l'État, dans le gouvernement, dans la richesse du pays, et qui est détourné. Ce sont des milliards d'euros qui sont détournés.
Et il faut peut-être préciser, après je me tais. Il faut peut-être préciser que, par exemple, comment il s'appelle déjà l'ancien président du Luxembourg, qui est maintenant président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, est un des grands fondateurs, justement, du détournement de l'argent qui devrait revenir aux États. Voilà. Et ça, c'est important, parce que si on ne parle pas réellement économique, les pseudo-économistiques qui nous gouvernent ont raison. Oui, oui, c'est vrai. On ne leur démontre pas qui nous raconte des conneries. Voilà. Ouais. Alors moi, déjà, merci monsieur. Par rapport à... Moi, j'ai pas la prétention d'avoir tout raconté et tout dit dans ce film-là. C'est évident, le but c'était d'en faire un film déjà, et que ça tienne sur 1h30 et qu'on essaye de raconter cette histoire qui est quand même... la sécu, c'est quand même compliqué. S'il y en a un parmi vous qui est capable de me raconter, mis à part Bernard qui pose depuis 25 ans dessus, donc peut-être qu'il y en a d'autres dans la salle, mais en tout cas, c'est quand même vachement compliqué. Donc le but, c'était pas de tout raconter, tout dire, et c'était d'en faire un film, justement. Et d'en faire un film où vous soyez un peu ému, vous soyez un peu en colère, vous soyez que des fois on rigole quand même. Enfin, nous, on a rigolé en le faisant, sur certains moments, même en tournant, c'était quand même drôle par moments. Et pour que ça tienne et que ça place au cinéma, quoi. Donc, à partir de... Et puis surtout, le choix a été fait de leur donner la dimension politique et que ce film-là soit incarné par des hommes et que ce ne soit pas un film, justement, où il y a trop de chiffres. Il n'y a pas beaucoup de chiffres, effectivement, vous avez raison. Et ce n'est pas non plus une étude économique. Donc voilà, là, c'est un choix qui a été fait comme ça. Mais c'est vrai que vous avez raison sur les chiffres. Ceux qui ont pris les petits documents, peut-être, on donne quand même quelques chiffres comparatifs, les petits journaux là, qui sont à l'entrée. Effectivement, vous avez raison, un trou de la Sécu en 2015, c'est 10 milliards d'euros, l'évasion fiscale, 80 milliards d'euros, la fraude fiscale, 78 milliards d'euros, les fraudes à la cotisation sociale patronale, c'est 18 milliards d'euros, toujours à ramener aux 10 milliards d'euros, et les fraudeurs, ceux qui profitent, les profiteurs, ceux qu'on monte toujours du doigt, c'est environ 2 milliards d'euros, donc c'est ceux dont on parle tout le temps. Donc effectivement, c'est bien de donner vous avez raison, c'est bien de donner des chiffres. On n'a pas vraiment trouvé la place et on n'a pas vraiment fait le choix d'investir. J'espère que vous n'êtes pas ennuyés quand même. Le premier sentiment, c'est un extrême bonheur de voir certaines choses dans ce film. Deuxième sentiment, c'est avoir une envie de meurtre. Je me demande si tu n'as pas fait exprès, Gilles, dans ton film, pour justement que le coût de la sécurité sociale s'arrête à un moment donné de la vie et qu'on ne paye pas la maladie. J'ai quand même l'impression dans ce film qu'on reste sur un non-dit, sur Ambroise Croizat. C'est un non-dit volontaire. La deuxième affirmation, en lien avec ce que tu disais, mon camarade, c'est que Rebsamen, c'est pas qu'il n'a pas remarqué le tableau, c'est qu'il est dans un non-dit et vulgairement, il est dans un mépris profond du communisme. Et sur le principe, on a bien vu avec les annonces qu'a fait la ministre de la Santé, en ignorant sur les 70 ans de la sécurité sociale, en ignorant complètement Ambroise Croizat et en ne parlant que de la ROC. C'était le leitmotiv de ce gouvernement actuel d'ignorer volontairement Ambroise Croizat. Ça, c'est ma deuxième affirmation. Et puis, deux questions, Gilles, que j'ai à te poser. Dans un moment de ton film, quand tu es dans l'école de la sécurité sociale, où il y a ce grand personnage de 96 ans qui exprime devant tous ses élèves ce qu'il représente, c'est quel ressenti sur le moment on a. Est-ce que c'est une prise ou est-ce que ça demande beaucoup de travail? C'est intéressant parce que tout de suite après, enfin, tu as deux passages sur cette école de la Sécu et en même temps, au milieu, on voit cette nana qui nous fait visiter où il y a écrit la ROC partout et qui est école pour ça, tout simplement. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est notre grand personnage de 96 ans. Il serait peut-être intéressant de nous dire qui il est.
Ouais. Ouais, on va commencer par une réponse plutôt triste. Il y avait aussi une demande de parité dans les prises de parole. En fait, la nouvelle triste, c'est que Frégo est décédé en août dernier, donc Fred. Il a vu le film, on a fait les projections avec lui, donc il était plutôt heureux et fier du film. Et avant de décéder, il a dit à ses enfants que le film c'était un peu son testament, donc on mettra aussi, nous, la petite équipe et tous les gens qui accompagnent le film aussi, de l'énergie à porter sa parole, parce que c'était une vraie belle rencontre. Et encore une fois, pour faire un film, quand on a des personnages comme ça, quel bonheur, quoi. Parce que déjà c'est quelqu'un qui est jeune, qui est dans la tête, qui est combatif, qui y croit, qui n'a pas lâché, et c'était vraiment super. Et donc la séquence à l'école, par rapport à la deuxième question, c'est moi qui l'avais suscité. Naturellement, c'est pas l'école qui demande de faire un peu d'éducation politique à l'École nationale de sécurité sociale. L'histoire politique est gommée, la dimension politique, on voit bien, ce sont des gens brillants et qui sont sympas, ça n'a rien à voir, mais effectivement qui sont appelés plus à faire du management, de la gestion, de l'efficacité, etc., etc. Et ce moment-là était formidable. Alors, on a tourné sur la journée parce que tout simplement, Jean-Fred, il est bon. Alors, ça veut dire qu'il y a quand même du travail en amont, dans le sens où j'étais allé repérer avant. Et puis, quand on se connaît bien avec les gens, on était tous les deux avec Jean-Fred, on partageait les mêmes trucs, donc ça va tout de suite bien, quoi. Mais donc, on a tourné en une fois. Et c'est vrai que les jeunes, par contre, ne sont pas prêts d'oublier ce moment de rencontre. Parce qu'il les a fait rire, il les a fait pleurer, il les a énervés, puis il les a bousculés dans leurs convictions aussi. D'un coup, ils ont découvert un truc. Et c'était pour moi une très bonne surprise d'avoir ces jeunes filles qui sont à la fin. Bon, il y avait aussi des jeunes hommes, mais c'est avec ceux qu'on a regardé au montage, plutôt des jeunes filles qui disent qu'elles ne sont pas là par hasard. Et ça, j'étais plutôt surpris en bien, je m'attendais à pire que ça. Et donc, du coup, voilà, c'était... Donc, c'est que des bons moments, mais juste pour l'anecdote, pour vous montrer à quel point Geoffrey était malin et perspicace, c'est que je l'avais juste dit avant, comme j'étais allé en pérage, je savais, moi, qu'il ne parlait pas de croisades dans les couloirs et tout ça, comme ça. Et puis je lui avais dit, tu verras, ils vont te faire visiter les couloirs. À un moment, il faut quand même que tu leur poses la question, pourquoi il n'y a pas Ambroise Croizat. Et donc c'est pour ça que la séquence avance comme ça. Vous avez vu la manière dont il pose la question, on a l'impression que c'est... Et il la pose pile au bon moment, il n'oubliait rien. Enfin, il y avait vraiment... Et c'était vraiment... Oui, c'est un acteur. Non, mais il avait envie de la poser, évidemment. Il n'avait pas besoin de moi pour... Mais en même temps, moi, j'avais besoin qu'il la pose à ce moment-là. Et pour aller un peu plus loin par rapport à cette séquence, elle n'est pas très sympa pour Céline, la fille qui fait visiter, parce qu'en fait, elle est très embêtée par la question. Mais le problème, c'est qu'elle, son père était un militant CGT, donc elle, Croizat, elle le connaissait, elle avait eu l'éducation à la maison. Sauf que comme elle représente l'école, elle ne va pas dire moi je connais très bien Croizat, mais cette école-là, ils ne veulent pas en parler, quoi. Et donc du coup, on voit qu'elle est un petit peu gênée dans le truc. Et voilà. Donc c'est juste pour l'excuser un petit peu aussi. Allez-y, une voix féminine. Une voix féminine. Oui, je suis aussi une ancienne de la métallurgie, donc je reconnais, je reconnais ce qu'a été cette bataille, merci Achille, sur le devant de la scène. Et c'est d'autant plus important dans quel contexte on est aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas échappé, j'imagine, y compris avec la réflexion autour du 70e anniversaire de la sécurité. Donc je crois qu'il faut remettre les choses sur ses pieds en disant, et étant aujourd'hui militante de la santé et de la sécurité sociale, il faut arrêter de dire c'est compliqué la sécurité. Parce que plus on dit ça... Tu vas te faire engueuler, toi, tu vois. Plus je pense, je le sais, parce que je connais aussi des difficultés. Il y avait une manifestation cet après-midi au ministère, au niveau du personnel de la santé. Tous les jours, il y a des choses au niveau de la santé et de la sécurité. Mais ça éloigne encore la population, ça éloigne encore les citoyens. Parce qu'on a fait une grosse machine bureaucratique, une grosse machine étatique, qui fait qu'aujourd'hui, plus personne ne sait que la sécu, ça appartient d'abord à ceux qui cotisent. Donc je crois qu'il faut qu'on remette des choses simples dans la tête des gens, donc d'où l'importance de suivre. Et je pense qu'on a une occasion là avec ce qui se passe en ce moment. Parce qu'on a parlé, il y a eu une grande bataille de communication sur les paroles de Touraine, comme quoi ils auraient aujourd'hui réglé la question, en tout cas à l'aube de 2017, autour de 400 millions, le déficit de la Sécu. Ce qu'on oublie de dire que ça se fait aujourd'hui sur le dos des gens. Que ça soit au niveau de la retraite, que ce soit au niveau de la maladie, que ça soit au niveau de l'hôpital public, et que ça soit au niveau, aujourd'hui, des futurs cotisants, qui ne cotiseront plus d'ailleurs. Comme ça, les choses seront plus claires. Alors, il y a une occasion, je fais court parce que c'est important. Moi, par contre, j'ai beaucoup apprécié la dernière séquence. Parce qu'elle se passe justement à l'école de la sécurité sociale. Ce sont des jeunes.
Et ce sont des jeunes qui ont un souffle d'air. Et là, ça nous donne un peu l'idée de ce qu'on a besoin de faire, les uns et les autres, si on est toujours attaché à la sécurité sociale, pour s'adresser aux jeunes générations, pour s'adresser aux jeunes qu'on tire aujourd'hui en dehors de la sécurité sociale. On le sait, ça, de plus en plus. Mais ce qu'elles ont dit, ces jeunes femmes, c'est-à-dire on a un petit coup d'âme là qui est arrivé. Donc là, on voit bien quand même ce qui a été passé. Et en disant, il faut faire de la politique, au bon sens du terme. Donc je crois qu'il faut qu'on réinvestisse ce terrain-là, les uns les autres, en tant que simples citoyens. Parce que sinon, je peux vous dire qu'à l'aube des années 2020, il n'y aura plus de sécurité sociale dans notre pays. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Juste une dernière information, Gilles. On a une occasion, la semaine prochaine, en tout cas, de poursuivre ce débat-là, puisqu'il y aura un débat public à la salle des fêtes, à l'initiative du collectif Notre Santé en Danger et de la convergence des services publics qui va se réunir pour les assises des services publics. On aura un débat sur la sécurité sociale et sur le nécessaire aujourd'hui 100% sécu. Non, mais je disais, moi je suis tout à fait d'accord avec vous sur il faut arrêter de dire que c'est compliqué. C'est pour ça que le film, il est assez optimiste, j'ai voulu optimiste et combatif et positif. Et effectivement, d'essayer de rendre les choses simples, c'est pas tellement. Et j'en veux pour preuve, pardon. J'ai fait pas mal d'interventions en milieu scolaire avec ce film-là, parce qu'il est soutenu par la Ligue de l'enseignement. Il y a un dossier pédagogique que vous pouvez télécharger, enfin, s'il y a des profs parmi vous, si vous en connaissez, ça se télécharge sur le site internet du film, sur le site de la Ligue. 26 pages. Ouais, non, mais en plus, c'est un sacré bien foutu. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est la Ligue, donc je peux le dire. Et en fait, les séances scolaires, à ce niveau-là, ça marche super. Parce que les jeunes, sur ces questions de partage, de solidarité, de cotisation, ils sont 10 fois plus réceptifs que les vieux, quoi. Enfin, ou les plus vieux qui sont déjà rentrés dans des rails de pensée. Et puis, et ça marche super. Parce que la cotisation, ils le vivent certainement beaucoup plus au quotidien, dans la vie de tous les jours, pour essayer de se grouper pour acheter quelque chose, pour essayer... Et donc, du coup, c'est vraiment un régal, et ça ne bronche pas pendant les séances scolaires. Et donc, les jeunes, il ne faut pas trop s'inquiéter. Bon, à mon avis, il vaut mieux s'inquiéter pour les vieux, qui n'ont pas fait soit pas fait le travail de transmission, et puis qui, dans leur choix de vote, enfin, si vous regardez peut-être pas à Montreuil, hein, mais moi, mais en tout cas, dans leur choix de vote en 2007, les 60-80 ans, ils avaient voté pour pas loin de 80% pour Nicolas Sarkozy, sachant que c'était quand même ceux qui étaient partis avec les meilleures retraites au plus jeune âge, qui avaient le plus bénéficié des avancées sociales, et puis quand ils arrivent à la retraite, ils disaient aux jeunes, il faudrait quand même travailler un petit peu plus, il faudrait travailler plus longtemps, et puis les jeunes ne veulent plus rien foutre. Eux, s'ils retournaient bosser dans les boîtes aujourd'hui, ils resteraient 2 jours et ils rentreraient chez eux. Donc il y a beaucoup d'ingratitude de la part de cette classe d'âge, et je suis beaucoup plus optimiste avec les jeunes sur ces questions de cotisation et de solidarité. Peut-être une réaction de Bernard aux déclarations de Touraine, puisqu'on les évoquait, de Marisol Touraine, annonçant la fin difficile de la sécurité sociale. C'est très simple, effectivement. Il y a une diminution de ce qu'on appelle le trou de la Sécu, mais c'est au prix d'une augmentation de la pauvreté, d'une augmentation de la misère, d'une augmentation du chômage et d'une augmentation de la précarité. Donc la question qui est posée, c'est que on fait un essai médiatique en focalisant uniquement sur le trou de la Sécu. Le problème, c'est qu'effectivement, la sécurité sociale, dans sa phase ascendante, elle a amélioré le sort des gens, alors que ce qui se passe, y compris avec la dernière ministre en exercice, c'est qu'effectivement, comme je l'ai dit, tous les chiffres sociaux, les cartes que j'ai données, augmentation de la misère, augmentation de la pauvreté, augmentation du chômage, augmentation de la précarité, et effectivement, le résultat de ça, c'est qu'il y a quelques milliards de moins, effectivement. Alors, et je passe, bien sûr, parce que les déremboursements, etc. Donc, à quel prix? Et c'est pour cela que ce qu'il faut, si on avait à conclure par rapport à ce que dit Marisol Touraine, c'est qu'en fait, il faut avoir une vue globale des choses. On ne peut pas simplement faire une opération sur un point qu'est le trou de la Sécu, sans regarder, je dirais, l'ensemble. Et notamment, comment ça se passe en ce qui concerne les besoins sociaux. Moi, j'appuie absolument ce qu'a dit Gilles tout à l'heure. Moi qui tourne beaucoup en éducation populaire, je peux vous dire que entre 20 et 35 ans, il y a effectivement une forte mobilisation sur des valeurs d'égalité et de solidarité. Simplement,
ça s'effectue avec, je dirais, sous des formes qui ne sont pas les formes qui sont utilisées par les 50-70 ans qui dirigent, je dirais, un peu les organisations aujourd'hui. Donc, d'une certaine façon, il y a effectivement un avenir, il y a un problème de connexion avec cette tranche d'âge 20-35. Il y avait vraiment d'informations intéressantes dans le film, et effectivement l'écueil était de ne pas donner trop de chiffres, mais c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui, je trouve, est très parlant dans une séquence quand on nous explique que finalement on nous parle de coût de gestion de la Sécu, on prend 6% des cotisations pour la faire fonctionner. Quand on passe, alors ça passe vite, en fait il y a un petit échelonnement, c'est que quand on passe sur les mutuelles, et il y a eu la bataille mutuelle, sécurité sociale a été un peu décrite à la Libération, des résistances, y compris dans le mouvement mutualiste. Là, on passe sur des coûts de gestion. Alors, ça varie en fait selon si ce sont des vraies mutuelles ou si ce sont des fausses mutuelles qui sont en fait des assurances privées. On passe entre 13 et 25%. Et en fait, plus ça va, plus on passe sur les assurances privées, où là, ça coûte beaucoup plus cher en coût de gestion, parce qu'il faut, en plus de ça, il faut rémunérer les actionnaires, les dividendes. Donc, du coup, la Sécu, c'est ce qu'il y a de moins cher. C'est très clairement ça. La Sécu, c'est ce qui coûte le moins cher, parce que c'est ce qu'il y a de plus mutualisé. Même les capitalistes le comprennent normalement. Mais c'est autre chose qu'ils visent. C'est la récupération des cotisations pour verser les dividendes aux assureurs. C'est pas pour rien que Denis Kessler qui parle et qui raconte ça, il représente les assurances au sein du MEDEF. Oui, mais ça c'est vrai. Moi, ce que je dis souvent, c'est si les gens viennent voir ce film, qu'ils sortent des salles en se disant la Sécu, ça coûte moins cher, c'est plus efficace, mais c'est plus égalitaire parce qu'on cotise selon nos moyens, un pourcentage, déjà c'est quand même mieux que ce qu'ils entendent à longueur d'année en disant que ça marche, ça marche pas et que c'est des feignants qui travaillent, quoi. Donc, par rapport aux complémentaires, il y a une étude qui n'est pas dans le film, mais je vais faire plaisir à monsieur, je vais leur donner des chiffres. C'est qu'en fait, il y a une étude qui a été faite et qui est par Didier Tabuteau, donc les conseillers d'État. Et ils avaient regardé un petit peu si vous, moi, tout le monde, on mettait tout ce qu'on paye aux mutuelles, toutes nos primes aux complémentaires santé, si on le mettait dans la Sécu, c'est-à-dire c'est la Sécu gérée à 100%, à la fois la part Sécu et à la fois la part complémentaire, eh bien, avec les économies réalisées grâce à cette différence de coût de gestion dont tu parles, eh bien, le trou de la branche maladie serait comblé. Donc, voilà, tout simplement. Et alors, des fois, je dis ça dans certains débats, je dis oui, mais vous avez des exemples à l'étranger, tout ça. Il n'y a même pas besoin d'aller à l'étranger, c'est ce qui se passe en Alsace-Moselle, où c'est la Sécu qui gère la part complémentaire et les caisses sont bénéficiaires. Et géré sans paritarisme. Et géré sans paritarisme. Il y a un chiffre, par exemple, qui est très important, et que vous n'avez pas entendu sur le 20h de TF1 et France 2, c'est que pour la première fois de l'histoire, l'espérance de vie des hommes et des femmes a baissé en 2015. Voilà. On verra ce qui se passera en 2016. Mais c'est la première fois que ça baisse aussi bien chez les hommes que chez les femmes. 0,3 pour les hommes, 0,4 années pour les femmes. Ah bah merde alors. Bonsoir. Moi je suis oui. Riva, donc je représente, moi je suis élue à la santé et droit des femmes ici à Montreuil, et je suis contente beaucoup d'avoir souscrit pour le film ce soir. Et d'autant plus que c'est vraiment, enfin voilà, ça fait partie des outils pour moi de formation. Je le dis parce que même quand on est jeune, même si je commence à trop l'être, mais qu'on est engagé et qu'on est militant et qu'on a une visée politique, au moment où on est élu et qu'on a envie d'appliquer un programme et qu'on a une visée politique, la réalité c'est que ma génération manque cruellement de formation. Ma chance, c'est d'avoir grandi à Montreuil et d'être bien entourée, d'avoir un réseau, Bernard, Evelyne, ceux qu'on voit dans le film. Mais ce que dit Bernard, c'est que c'est effectivement essentiel aujourd'hui de trouver des nouveaux outils pour apporter la formation à ceux qui sont autant dans cette école de la sécurité sociale que tous ceux qui s'y intéressent. Parce que là, on est un certain nombre justement sur un peu au-delà des 35 ans, mais à avoir à l'époque fait les premières formations pour savoir comment fonctionnait ce système de la sécurité sociale. C'est une bagarre sans cesse, parce que vous imaginez les agences régionales de santé, la pression venant du ministère, ce qu'elles ont, les modes de financement qui ne sont plus pérennes, et chaque jour, la seule bataille politique pour nous élus,
d'ordre gestionnaire et comment je sauve le moins d'euros ou comment je fais pour reconduire un programme. Donc du coup, même nous n'avons plus le temps de nous poser pour réfléchir globalement, que ça soit sur une ville ou sur un département, sur une région, et à un niveau plus haut, j'en parle même pas. Et à tel point qu'on arrive à nous faire rentrer dans un système concurrentiel entre les territoires. Et c'est à celui aujourd'hui qui est l'élu qui ouvre le plus au moment des assemblées avec l'Agence régionale de santé, qui récupère les sous. Mais quand Montreuil va récupérer des sous, je ne suis pas dupe sur le fait qu'une autre ville de Seine-Saint-Denis ou que sur un autre département, tout ceci n'est pas reconduit, quoi. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire, c'est que l'envie ne manque pas de continuer à se battre, l'envie ne manque pas de défendre l'acquis. Ceci, on arrive à le comprendre dans la globalité, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans le détail de comment on fait et comment on se réunit ensemble, aujourd'hui, il y a un petit peu un manque de formation et donc de coordination. Et c'est vrai que moi, je le vois et je pense que c'est au travers de vos organisations syndicales que vous avez reçu des formations qui sont absolument extraordinaires, où vous avez l'histoire de comment les choses se sont faites et vous savez comment c'est. Nous, il nous manque encore il nous manque encore, franchement, quelques passages d'histoire pour qu'on puisse mieux faire et être à nouveau, nous, transmetteurs sur la génération à venir. Moi, je veux dire, le film il a été conçu aussi pour que ce soit un outil aussi, dans ce sens-là. Encore 12 ans, c'est fait pour, des discussions, des débats, on en a encore au moins 150 de prévus, là, et le film ne sort que demain, donc il va y en avoir beaucoup, et c'est fait pour discuter, c'est fait pour... Voilà, c'est un outil pédagogique. Bon, vous allez dire, je pêche un peu pour ma paroisse, mais bon, c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, on peut pas dire ça. C'est pas... Moi, je voudrais revenir sur l'aspect économique, non pas pour donner des chiffres que je ne connais pas d'ailleurs, mais dans le film, il y a le médecin qui parle. À un moment donné, elle dit une chose très intéressante et très importante. C'est quand elle parle du coût d'un traitement qui est calculé non pas par rapport à, pour le coup, non pas par rapport à une dépense de l'entreprise, mais par rapport à la nécessité de rentabiliser une opération financière. C'est-à-dire que l'argent de la sécurité sociale, parce que ce traitement n'est pas payé par la personne qui le reçoit, ce serait absolument impossible, l'argent de la sécurité sociale servant à financer des opérations de marché, en fait. Il y a quelques années, j'avais compris, moi, une stratégie des patrons pour récupérer l'argent de la sécu. Ce que vous soulignez, c'est quand même 1,5 fois le budget de l'État, c'est énorme. Et c'est par exemple le fait pour la Générale de Santé d'avoir investi dans les maisons de retraite, qui sont des maisons de retraite au service absolument, comment dirais-je, complètement anecdotique. Et les personnes qui y vont se voient obligées enfin, il y a une subrogation, c'est-à-dire que leur pension de vieillesse est versée directement à la maison de santé. S'il n'y a pas assez pour payer le séjour qui était assez cher à l'époque, c'était encore en francs, c'était du 1000 francs par mois, la caisse d'allocation familiale complétée avec les aides au logement, l'aide à ceci, l'aide à cela, etc. Et donc finalement, il y a beaucoup de stratégies patronales qui consistent à monter des opérations pour récupérer l'argent de la Sécu. Et ce qui m'avait beaucoup choqué aussi à l'époque quand j'avais compris ça, c'est quand même qu'une personne qui a travaillé toute sa vie n'a même pas un peu d'argent de poche pour se payer un truc ou pour payer un bonbon aux enfants qui viennent la voir. C'est absolument scandaleux. Donc c'est aussi ce volet-là économique qu'il faut de temps en temps rappeler, c'est-à-dire que la sécurité sociale finance laboratoire, mais et puis il n'y a pas de négociation des prix sur le sujet. C'est-à-dire que dans un hôpital, quand on dit tel cathéter c'est tant, et en faut tant, et c'est payé par la Sécu. Il n'y a pas de négociation. Et ça, c'est vraiment aussi la récupération de la Sécu pour nos besoins. Ça devrait être d'interroger sur le marché, l'industrie pharmaceutique qui en plus n'a pas de risque de non-paiement, de faillite. Oui, non, mais ça, c'est sûr que quand elle parle d'une agence nationale du médicament, il faudra vraiment poser la question, parce que c'est 48 000 € par rapport à $150 le coût de fabrication, coût de recherche inclus.
Donc vous voyez quand même, on arrive. Mais ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas trop de pouvoir de négociation parce que ce médicament-là est un médicament miracle. Mais ce médicament-là est facturé 48 000 € en France, mais il est facturé 350 $ en Égypte, parce qu'ils ont un système de protection sociale qui est moins développé. Donc eux, c'est les rois de la loi du marché, de l'offre et de la demande et tout ça, sauf pour eux, quoi. Et qui sont en quasi-monopole. Et donc là, effectivement, on pourrait penser qu'un État qui est un peu responsable, il mette la santé et la protection sociale en priorité, et que sur des médicaments comme ça, on fasse tomber les licences, et qu'on ne se pose plus la question de savoir à qui on doit payer ça, quoi. Et quand on veut, on peut, parce que le médicament sur le sida, finalement, l'ONU est monté un peu au créneau pour pouvoir le fabriquer à des coûts moindres, et ça marche. Ça a marché, c'est ce qui se passe quand même aujourd'hui, où, notamment en Afrique, on peut avoir ces médicaments pour des tarifs un peu moins chers. C'est juste une question de volonté politique et de courage politique, et de s'affronter au lobby, et notamment des labos. Oui, c'est-à-dire que les deux opérations que vous menez, c'est-à-dire les maisons de retraite et les médicaments, ce sont effectivement les deux principaux secteurs qui sont majoritairement privatisés. Donc la question, je dirais, politique qui se pose, c'est est-il normal que des structures privatisées bénéficient de l'argent socialisé? Et donc là, bien évidemment, c'est pour cela que l'opération qui a été faite par le Conseil national de la résistance, par, je dirais, Ambroise Croizat et la CGT de l'époque, cette bataille qu'ils ont menée, ce n'est pas la fin de la bataille. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, si on veut vraiment travailler les prix, on ne peut plus accepter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que des secteurs privatisés soient financés par de l'argent socialisé. L'argent socialisé doit financer les structures qui sont publiques, que ce soit les maisons de retraite, que ce soit, je dirais, toute la recherche pharmaceutique. Donc ça, c'est un grand débat. Bon, on ne peut pas... En ce qui concerne le reste, c'est-à-dire que ce qu'il faut voir, Gilles parlait des lobbies. Il faut savoir que dans le médicament, les lobbies, ils sont puissants jusqu'à l'intérieur de l'État, dans les commissions AMM, c'est-à-dire d'autorisation de mise sur le marché. Je vous raconte une anecdote et je terminerai là-dessus. J'ai un copain qui dirigeait une commission d'autorisation de mise sur le marché sur un médicament dont il n'était pas évident qu'il donnait, je dirais, une efficacité plus grande qu'un médicament qui coûtait 10 fois moins cher. Eh bien, ça s'est passé de la façon suivante. L'expert qui était là a dit, si vous n'autorisez pas la mise sur le marché, l'entreprise que je ne nommerai pas fera 300 personnes licenciées. Donc, si vous voulez, les pressions fonctionnent, y compris dans les commissions AMM, c'est-à-dire à l'intérieur du ministère de la Santé. Donc, nous avons, d'une part, les secteurs privatisés qui sont en augmentation, et vous avez les lobbies qui travaillent à l'intérieur de l'appareil d'État. J'avais une question sur le non-recours au droit, ou en tout cas les difficultés rencontrées par certaines personnes pour effectuer les démarches et accéder à leurs droits au niveau de la sécurité sociale. Ça n'a pas été abordé ce soir. Voilà, de plus en plus, au niveau des dossiers, tout ça, c'est dématérialisé. Moi, je suis travailleuse sociale et je vois que pour beaucoup de personnes, même des personnes qui peuvent être assez autonomes, c'est difficile pour accéder aux droits sans avoir de conseils extérieurs de professionnels. Est-ce que c'est une problématique qui a toujours historiquement été posée, ou est-ce que c'est quelque chose de stratégique, politiquement, et révélateur d'une vraie perte de valeur de ce côté-là? Voilà. Sur le problème de l'accès aux droits, ça a énormément empiré. Énormément empiré. Alors, je ne vais pas rentrer dans une... Je fais une conférence sur l'accès aux droits, donc je ne vais pas vous la faire maintenant. Mais je vais vous donner un chiffre. Médecins du Monde avait installé à Paris intramuros, il y a quelques années, un dispensaire. Et donc, il y a des gens qui venaient dans le dispensaire de Médecins du Monde. Eh bien, un tiers des gens qui venaient dans le dispensaire de Médecins du Monde n'étaient même pas affiliés
à l'assurance maladie alors qu'ils y avaient droit, parce qu'ils étaient terriblement désocialisés. C'est-à-dire que la ghettoisation et puis la désocialisation qui s'effectue sur des catégories, je dirais, très pauvres, eh bien, aboutit in fine, je dirais, à des gens qui sont même pas affiliés alors qu'ils y ont droit. Donc là, c'est un gros problème parce que c'est des personnes qui sont désocialisées. Donc je donne que cet exemple, je pourrais bien évidemment développer. Donc c'est sûr que ce qui est en train de se passer, le mouvement réformateur néolibéral qui fonctionne depuis 1983 est arrivé à augmenter le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux soins. Et deuxièmement, il y a aujourd'hui au minimum 19% des assurés sociaux qui font de la renonciation de soins pour cause financière. Bonsoir, je voulais vous remercier pour ce film. J'habite depuis 9 ans en Allemagne, à Berlin, et votre film m'a permis de voir en fait combien le système français était égalitaire et solidaire, ce qui n'est pas tout à fait le cas en Allemagne. Et maintenant, vous m'avez donné les mots pour pouvoir l'expliquer en Allemagne et expliquer la différence du système. Merci. Si je peux rendre service. Mais ce qu'il faut dire, la chose suivante, c'est que la sécurité sociale, c'est 500 milliards d'euros. Bon, c'est une fois et demie le budget de l'État. Bon, c'est un enjeu très important. Ce qui fait que, au niveau de la Sécu, le mouvement syndical a toujours été divisé. On n'a plus le temps d'en parler, mais y compris au sein de la CGT entre 45 et 46. Voilà. Alors, je ne parle pas entre la CGT et Force ouvrière à partir de 47, et puis ensuite avec d'autres organisations syndicales. C'est un sujet très important. Pourquoi on a réussi à faire quelque chose en 45 ? Ça a été dit à un moment dans le film, et dans le film précédent, c'est-à-dire dans Les Jours Heureux. C'est-à-dire, il y a un moment, on dit dans le film, eh bien, le peuple a soutenu ce programme du Conseil national de la résistance. C'est parce que le peuple l'a soutenu. Ensuite, il y a le problème de la mise en œuvre. Ben, pour la mise en œuvre, les partis, les syndicats, ils savent faire. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand vous avez le premier budget humain qu'est la sécurité sociale, et si vous rajoutez tout ce qui devrait être dans la sécurité sociale et qui ne l'est pas, que vous prenez la protection sociale, c'est 31,8% du PIB, c'est-à-dire qu'on est près de 700 milliards d'euros. Si on prend toute la protection sociale, c'est des chiffres considérables. Pour pouvoir, je dirais, renverser la table, renverser la vapeur, il n'y a qu'un seul élément qui peut le renverser, c'est le peuple. Le peuple, il a soutenu le programme du Conseil national de la résistance. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que le peuple soutient le renversement de la table. Voilà. Il y a une nécessité de mener, comme disait Gramsci, une bataille culturelle. Il faut passer d'une hégémonie culturelle néolibérale à une autre hégémonie culturelle. Il y a vraiment une bataille de longue durée. Je ne dis pas ça pour dire les syndicats n'ont aucune responsabilité. Mais on ne peut pas uniquement rejeter sur les syndicats les choses. Le problème, c'est le travail qui doit être fait au sein du peuple, au sein des salariés, dans les entreprises. C'est ce travail qu'il faut qu'il soit fait. Et je pense d'ailleurs qu'il sera fait. Voilà, moi je suis relativement optimiste. Simplement, ça prendra plus de temps. Et bon, ce ne sera pas fait demain matin à 8h30. Madame. La seule chose peut-être qui m'a un petit peu, pas déplu, mais qui me pose question, c'est que je me suis demandé, mais comment comment le metteur en scène va finir son film ? Et je ne suis pas d'accord en tant que spectateur. Je respecte évidemment cette fin, puisque c'est pas moi qui l'ai fait. Comment va-t-il terminer son film ? J'aurais aimé que le film finisse sur une vue, enfin sur une manifestation
et sur un champ international ou autre chose. Merci madame, et puis et après, chacun, je suis content que vous ayez, puis finalement on va parler de cinéma à ce moment-là, pour finir. Ah, parce que moi je me suis dit, on va venir en Méliès, on va parler de cinéma, on va s'appêter parce que c'est le Méliès, le machin cinéma, c'est vrai, pas fait qu'on n'a pas parlé de cinéma. C'est pas grave, ça me convient. C'est maintenant que ça commence. Ah, c'est maintenant. Non, merci madame pour ce que vous dites, c'est vrai qu'on essaye de faire on essaye de faire en sorte qu'une question qui est potentiellement un peu aride devienne à peu près agréable à regarder. Après, bon, sur la fin, on peut en discuter. C'était peut-être un peu risqué de finir avec l'international, je ne sais pas. Le but, c'est aussi qu'on arrive à toucher un public large maintenant. C'est-à-dire que le film, il sort demain, on va voir un petit peu ce qui se raconte dans la presse. Nous, moi, quand je fais des films, je dis toujours, on va essayer de s'adresser au plus grand nombre, parce que ça nous concerne tous. Et systématiquement, on essaie de me ranger dans le camp de réalisateur militant, du film engagé. Moi, j'estime que tout le monde peut voir ce film. Et je ne suis pas sûr que si on avait filmé avec l'international, on aurait gagné du crédit dans ce sens-là, mais en même temps, pourquoi pas. Ou autre chose. Non, mais en tout cas, merci pour votre... Je crois qu'il faut conclure, c'est ça que tu veux dire ? Oui, si tu peux conclure. Oui, été distribué. Ah, comment il est distribué? Alors, rentrons dans les... déjà, il y a l'affiche ici au Méliès les demain, en fait. Donc, absolument. N'hésitez pas à en parler autour de vous. On vous a parlé des profs, si vous voulez faire des séances scolaires, j'imagine que vous en faites aussi ici. Et puis, il y a la page Facebook du film, il y a le site internet, vous pouvez retrouver toutes les projections. Demain, je crois qu'il sera un peu plus dans 40 villes, ce qui pour un documentaire de ce type-là, c'est plutôt pas mal. Mais il y a déjà à peu près 300 cinémas qui se sont positionnés pour le programmer en décalé, donc un peu partout en France, donc c'est plutôt pas mal. Après, c'est pas tout qui soit programmé, il faut qu'il y ait des gens qui viennent le voir, et ça va dépendre énormément de vous, quoi. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de budget de publicité, pas de budget de com, mais par contre, on a des super agents commerciaux, et c'est tout. Donc, votre boulot commence demain, vous n'étiez pas au courant, mais c'est un boulot à plein temps qu'on vous demande. Voilà. En tout cas, merci pour la participation, merci pour l'invitation, et puis on a découvert ce superbe lieu, donc vu que tout se passe bien dans les et merci pour la participation. Il y a quelqu'un qui demandait sur la participation de la CGT. Effectivement, la CGT a participé au film, alors à travers des unions locales, des unions départementales, différentes fédérations. Il y a aussi des unions des sections de solidaires, il y a aussi pas mal de gens. C'est vrai que la CGT a participé, je ne sais pas, peut-être pas moins d'un quart du financement du film, donc c'est pas rien. Mais il y a aussi des comités d'entreprise, il y a aussi des mutuelles, pour le coup des vraies mutuelles qui ne font pas partie de la mutualité française et qui ont gardé l'esprit mutualiste, on va dire, qui sont membres de l'UNAM, l'Union nationale alternative mutualiste, la Ligue de l'enseignement, je vais sûrement en oublier, mais enfin voilà, c'était bien de... ça a été une grosse... On n'a pas beaucoup aidé. L'association française des cinémas RSA qui reconnaissent tout le travail qui est fait autour de mes films et avec tout l'accompagnement qu'on fait, ça fait venir du monde, c'est formidable, vous êtes toujours sur les routes, c'est génial, d'accompagner beaucoup comme ça, et les enfants, la famille, vous n'avez pas beaucoup, tout ça. Quand on a besoin d'aide, il n'y a plus personne. Le CNC, on n'a pas d'aide, on n'a pas beaucoup d'aide du milieu du cinéma, mais en même temps, on a un public et des militants, donc c'est largement compensé. Voilà. C'est juste pour dire, pourtant le CNC est créé en même temps que la Sécu, sur le même principe. Exactement, par la CGT, rappelez-le. Merci à tous les trois et bonne soirée.